Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 31 décembre 2024 au 7 janvier 2025. Dans le cadre de cette nouvelle formule, les premiers bulletins du mois seront désormais gratuits et en libre accès, et les autres bulletins qui sont hebdomadaires seront en accès réservé à nos souscripteurs. Nous commençons le bulletin de cette semaine avec la frontière turco-syrienne. Depuis vendredi soir, des affrontements dans divers villages autour de Manbij ont entraîné la mort de 101 personnes, dont 85 membres des factions pro-turques et 16 membres des forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes, les YPG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, ont affirmé avoir repoussé toutes les attaques des mercenaires turcs appuyés par les drones et l'aviation turque. Le ministère turc de la Défense annonce avoir neutralisé 32 combattants kurdes dans le nord de la Syrie, mais n'a pas fait davantage de précisions. Les factions qui sont soutenues par la Turquie ont repris leur offensive contre les FDS au moment où les rebelles islamistes ont lancé leur propre offensive le 27 novembre, ce qui a mené à la chute évidemment du président syrien Bachar al-Assad 11 jours plus tard. Ces groupes pro-turcs ont réussi à s'emparer de Manbij et Tal Rifat, qui avaient résisté lors de la précédente invasion turque de 2019, qui était sous contrôle kurde, donc depuis dans le nord de la province d'Alep. Et malgré les tentatives des États-Unis d'imposer une trêve dans la région, elles sont donc passées sous contrôle des forces alliées à la Turquie. Lundi, le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Turquie était prête à intervenir si la Syrie venait à se désintégrer après le renversement du régime de Bachar par les rebelles le mois dernier. Il a indiqué « Nous n'accepterons ni la désintégration de la Syrie, ni la rupture de son unité sous aucune forme. Si nous détectons un risque, nous agirons rapidement. » La Turquie soutient actuellement le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham, qui contrôle désormais la Syrie et qui ce soutien lui permet d'exercer une influence sur les nouveaux dirigeants. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a également annoncé lundi que l'élimination des YPG en Syrie était imminente et que la Turquie ne tolérerait pas leur présence dans le pays. La Turquie a déjà mené plusieurs opérations militaires en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. Le nouveau gouvernement syrien, quant à lui, a annoncé que les forces démocratiques syriennes avaient vocation à être réintégrées dans l'armée syrienne. Comment est-ce que tout ceci va se régler? Est-ce qu'il va y avoir cette réintégration? Est-ce que les Turcs vont réussir à grappiller leurs morceaux de Rojava? C'est la grande question actuellement. L'image du nouveau gouvernement syrien commence par ailleurs d'ores et déjà à être un petit peu écornée, puisque 2 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui ont été authentifiées montrent le ministre, ancien juge islamique à Idlib, le ministre de la Justice, nouveau ministre de la Justice d'Al-Joulani, donc à l'époque à Idlib, juge islamique quand c'était sous le contrôle d'Al-Nosra, qui supervise l'exécution de femmes accusées de prostitution. Naturellement, cela a créé une émotion et apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'un islamiste reste un islamiste, même avec un costume cravate finalement, et que donc il ne faut pas se fier au prétendu recentrage, on va dire, des forces d'Ayat Tahrir al-Sham, position sur laquelle je suis pas catégorique. On trouvera certainement des ports dans ce groupe-là, mais encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un pays qui est en milieu, on va dire, de révolution nationale. Al-Joulani, c'est type Bonaparte, c'est-à-dire c'est le type qui se recentre pour mettre fin à la révolution, et c'est normal que dans ses valises, il ait des gens qui aient été monstrueux au plus fort de la révolution. Si vous prenez Fouché, par exemple, qui était ministre de l'Intérieur sous Napoléon, ça avait été un massacreur à l'époque de la Terreur, et il était là. Donc ça le rendait pas sympathique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il était toujours dans les excès révolutionnaires, puisqu'au contraire, désormais, il était plutôt dans le régime policier. Je vous laisse choisir ce qui est le plus agréable. En septembre, vous vous en souviendrez, j'en avais parlé ici, les États-Unis et l'Irak avaient conclu un accord visant à mettre fin à la présence
de la coalition anti-djihadiste Inherent Resolve en Irak d'ici 2026. Cependant, cela ne signifie pas, de l'avis du Pentagone, un retrait tout à fait complet des troupes américaines du pays, ou en tout cas une absence au sens total non-intervention. Le 6 juillet dernier, par exemple, l'US CENTCOM, qui est le responsable du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, a annoncé que les forces américaines avaient soutenu leurs partenaires irakiens en menant plusieurs frappes contre des sites de l'État islamique dans les montagnes de Amrin pendant presque une semaine, semble-t-il avec des Hadith Thunderbolt. Selon des médias locaux, c'est L'Orient le Jour qui nous dit ça, selon des médias locaux citant la radio de l'armée israélienne, Israël devrait informer Washington qu'il ne se retirera pas du Liban après l'expiration des 60 jours du cessez-le-feu avec le Hezbollah le 27 janvier. De plus, Israël devrait indiquer aux États-Unis qu'il n'autorisera pas non plus le retour des résidents des villages libanais près de la frontière, ce qui serait une violation en fait des conditions de cessez-le-feu puisqu'elle prévoyait un recul d'Israël. Alors, ici, on n'y a jamais trop cru, vous le savez, moi ça m'étonnait un peu, je pensais que si les Israéliens se retiraient, ils le feraient au tout dernier moment, et qu'il était vraisemblable que, avant que ce tout dernier moment n'arrive, il interviendrait des choses qui feraient qu'ils n'auraient pas à se retirer, parce qu'ils ont passé 3 mois à avancer pour conquérir une bande de 5 km, je vous remettrai la carte, et donc ils ont a priori pas envie de s'en éloigner, d'autant plus qu'ils ont été obligés aussi de faire une zone tampon, enfin ils ont été obligés, ils se sont estimés obligés de faire une zone tampon aussi en Syrie et à nouveau dans le nord Liban, là aussi vous le verrez sur la carte, tout le long du Golan. Et vraisemblablement qu'il y a des inquiétudes de plus en plus importantes du côté des Israéliens, que maintenant que la Syrie a basculé dans le camp de la Turquie, il n'est pas impossible qu'à relativement brève échéance, l'Iran ne soit même plus la menace principale pour la sécurité d'Israël, mais que ce soit un bloc hégémonique turc au nord d'Israël. Donc naturellement, dans ces conditions-là, reculer et laisser exposer le flanc nord paraît peu du goût des Israéliens. Et dimanche, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a accusé le Hezbollah libanais précisément de ne pas agir en respectant les termes de cessez-le-feu et prévenu que son pays pourrait être contraint à agir. Il a souligné que les combattants du Hezbollah n'avaient pas encore évacué la région au nord du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière israélienne, et a dit si cette condition n'est pas satisfaite, il n'y aura pas d'accord et Israël devra agir de manière unilatérale pour garantir le retour sécurisé des habitants du nord d'Israël chez eux. Donc, à ce stade, je considère que le plus vraisemblable, c'est que les hostilités vont reprendre et qu'Israël va essayer d'accroître la bande de territoire qu'il détient déjà dans le sud Liban. Peut-être que le cessez-le-feu tiendra encore quelque temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, degré de certitude maximale, Israël n'abandonnera pas ses positions juste au prétexte du cessez-le-feu, et degré de certitude inférieur, mais tout de même assez certain selon moi, les hostilités reprendront et Israël avancera à nouveau. Un article très intéressant d'i24 News qui indique qu'une collaboration secrète entre Pékin et les Houthis a été révélée, ce qui met en lumière un réseau sophistiqué d'approvisionnement en armement qui menace la stabilité de la mer Rouge. Selon les sources du renseignement américain qui ont été rapportées par i24 News, les rebelles yéménites utilisent des armes fabriquées en Chine dans leurs opérations en échange d'une protection pour les navires chinois. Donc en fait, ils paieraient le passage et la sécurité des navires chinois en armant les Houthis, ce qui permet aux Houthis de tirer sur les navires autres que chinois, ce qui favorise encore plus le commerce chinois et donc un moyen aussi de lutter contre la concurrence par les Chinois. Par des moyens qui sont en fait des moyens de guerre, même indirects, puisqu'ils peuvent dire qu'ils sont rançonnés d'une certaine manière. Les services de renseignement américains ont découvert donc une chaîne d'approvisionnement complexe établie par les Houthis en Chine depuis le début des attaques en mer Rouge, ce qui leur permet d'obtenir des composants avancés et des systèmes de guidage pour leurs missiles balistiques et de croisière. De plus, les responsables Houthis planifient la fabrication de centaines de missiles de croisière capables d'atteindre les États du Golfe en utilisant ces composants chinois. Washington a partagé ces informations avec Pékin à plusieurs reprises depuis septembre. On fournit des listes d'entreprises chinoises impliquées. Des officiels Houthis auraient effectué plusieurs voyages en Chine durant l'été et l'automne dernier, probablement pour rencontrer des hauts responsables du régime chinois selon une source diplomatique. En réponse à l'absence de réaction de Pékin, les États-Unis menacent à nouveau d'agir de concert avec Israël pour exclure ces réseaux commerciaux chinois du système financier mondial. Donc en vue de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il va peut-être y avoir là aussi un motif supplémentaire de sursanctionner les Chinois dont l'économie patine déjà un peu
Il faut ajouter également à cela que ça montre à quel point les outils comme proxy de l'Iran sont intégrés à la stratégie finalement du bloc. On savait déjà que les Russes avaient porté assistance aux outils pour les aider dans leur visée sur un certain nombre de bateaux. Et bien en plus, ils semblent équipés par les Chinois et là, c'est devenu, depuis la perte de la Syrie et l'affaiblissement du Hezbollah, c'est devenu clairement l'arme principale dans l'arsenal de l'Iran pour faire pression sur l'ordre mondial. On descend au Soudan en Afrique. Début décembre, Erdogan, le président turc, avait indiqué que lors d'un appel téléphonique avec le général Al-Bourhan, que la Turquie pourrait intervenir pour régler les différends entre le Soudan et les Émirats arabes unis notamment, et aussi pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan lui-même qui est en proie à la guerre civile, selon la présidence turque. Lors d'une rencontre à Port-Soudan le 4 janvier dernier, le général Abdel Fattah Abderrahman Al-Bourhan, qui est le chef de l'armée officielle et donc le président officiel internationalement reconnu du pays, a chargé le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran, de transmettre aux dirigeants turcs l'approbation soudanaise pour cette initiative. Le ministre des Affaires étrangères soudanais a indiqué « Le Soudan a besoin d'amis et de frères comme la Turquie » et souligné que cette initiative pourrait mener à la paix. En Libye, les autorités de l'Ouest libyen basées à Tripoli, qui sont soutenues par la Turquie, ont rapidement établi des liens aussi avec le nouveau régime syrien, tandis que celles de l'Est, qui sont sous le commandement du maréchal Haftar, reçoivent quant à elles de plus en plus de matériel militaire russe qui provient, vous savez, j'en ai déjà parlé, des bases russes de Syrie qui cherchent à se redéployer. Il y aurait environ 5000 combattants syriens soutenus par les Turcs qui seraient dans l'ouest libyen et que les Turcs utilisent comme milices un petit peu. Ils les ont utilisés également, on s'en souvient, au soutien de l'Azerbaïdjan dans le cadre des opérations de reprise du Haut-Karabakh contre l'Arménie. Donc tout ceci nous rapproche de quelque chose que j'évoquais il y a quelques années dans mon atlas des guerres à venir, c'est-à-dire que je pensais que la Libye redeviendrait un terrain de guerre par proxy, notamment avec les Russes du côté d'Haftar. À l'époque, ça commençait à peine les liens entre la Russie et Haftar. Et de l'autre côté, vraisemblablement avec les Turcs, il pourrait aussi y avoir une implication de l'Algérie contre le gouvernement de Tripoli qui, lui, est côté turc. Donc tout le nord, en fait, de toute l'Afrique du Nord pourrait basculer dans la guerre dans le cadre des tensions internationales et de la confrontation qui continue de prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23, qui est soutenu toujours par le Rwanda, a pris le contrôle d'une nouvelle ville, Masisi, ville stratégique de l'est de la République démocratique du Congo, ce samedi 4 janvier. Masisi se trouve à environ 80 km au nord de Goma, qui est la capitale de la province du Nord Kivu, et qui est située sur une route principale vers l'intérieur du pays. Lundi 6 janvier, Washington a condamné des violations flagrantes du cessez-le-feu par le mouvement du 23 mars, le M23, à la suite de la capture de cette ville clé. On voit très clairement que le M23 cherche à pousser son avantage avant qu'un accord soit officiellement réglé, mais clairement pour l'instant l'avantage est du côté du M23 soutenu par le Rwanda, et il est tout à fait possible que la guerre continue de s'étendre. Amérique du Sud, l'opposant en exil du Venezuela, à Maduro, au Venezuela, Edmundo González Urrutia, qui était donc le candidat adverse, qui a vraisemblablement gagné l'élection s'il n'y avait pas eu les fraudes de Maduro, a quitté l'Espagne où il s'était réfugié pour l'Argentine. Alors qu'approche la prise de fonction de Nicolas Maduro, prise officielle pour se succéder à lui-même. Maduro a offert une récompense de 100 000 $ pour toute information qui aiderait à le capturer depuis son exil en septembre. Il a promis quant à lui de retourner au Venezuela pour assumer ses fonctions le 10 janvier à la place de Maduro, dont l'élection est évidemment contestée. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine, je le rappelle, dont l'Argentine de Javier Milei, refusent de reconnaître la réélection de Maduro, qui lui est en poste depuis 2013. Maduro considère que les accusations de fraude électorale sont une tentative de coup d'État et il bénéficie du soutien de l'armée. Vous vous souvenez, c'est ce qui lui a permis de tenir. Je vous avais dit, la grande question, ça serait si l'armée le soutenait, il tiendrait. Si l'armée le soutenait pas, il tiendrait pas. Et on avait vite vu que l'armée le soutenait, donc il ne risquait rien pour l'instant. La venue de González Urrutia en Argentine risque d'exacerber encore les tensions déjà tendues
entre l'Argentine et le Venezuela. Jeudi, l'Argentine a porté plainte contre le Venezuela devant la Cour pénale internationale pour détention arbitraire et disparition forcée de Nahuel Gallo, un gendarme argentin qui est accusé de terrorisme par Caracas. On va aux États-Unis où l'information importante de ces jours-ci, me semble-t-il, parce que ça va avoir de l'effet, c'est une victoire stratégique décisive d'Elon Musk. J'avais failli dire Elon Trump. D'Elon Musk, puisqu'on a vu aujourd'hui Mark Zuckerberg, dans une vidéo publiée sur Instagram et Facebook, annoncer des changements significatifs sur la plateforme sur les plateformes de Meta, c'est-à-dire effectivement Instagram et Facebook, précisément. Et ces mesures doivent viser à promouvoir la liberté d'expression, notamment par la fin de la vérification par des tiers, donc les fameuses notes en dessous qui étaient faites par des fact-checkers, mais qui seraient remplacées par des notes de communauté similaires à ce qui a été imposé par X et qui est une des très grandes avancées d'Elon Musk au service de la liberté d'expression et d'un contrôle global et diffus de l'information par le public lui-même. Cette approche, censée donner plus de pouvoir aux utilisateurs pour évaluer le contenu, naturellement, favorise un retour de la liberté d'expression. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le fait Zuckerberg, qu'il soit convaincu que c'est ça qu'il faut faire, que c'est juste, ou juste qu'il fait ça parce qu'il voit que maintenant, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, etc., s'il veut continuer à faire des affaires, il faut se plier à ça. Pourquoi c'est très important? Parce que c'était bien que Elon Musk fasse ça sur X, parce que ça rétablissait en partie la liberté d'expression, mais si vous n'avez qu'une plateforme qui prétend garantir la liberté d'expression, vous restez toujours soumis aux caprices éventuels de cette plateforme. À partir du moment où il y aura plusieurs plateformes qui pratiqueront les mêmes choses, là ça voudra dire qu'on aura une liberté d'expression effectivement assurée, donc c'est une excellente nouvelle s'il y a un effet boule de neige comme ça. C'est pour ça que je parlais de victoire stratégique d'Elon Musk sur cette question-là. Et par ailleurs, il semble que Zuckerberg ait l'intention de déplacer certains de ses services depuis la Californie vers le Texas, comme l'a fait Elon Musk, probablement pour devenir moins woke, donc c'est quand même un changement assez profond. On revient en Europe où l'armée ukrainienne a déclaré avoir attaqué un poste de commandement militaire russe dans la région de Koursk. Et effectivement, depuis quelques jours, il semble que l'armée ukrainienne cherche à reprendre l'offensive à Koursk, où elle était un petit peu, ces derniers jours, grignotée par l'armée russe, vraisemblablement appuyée par des troupes nord-coréennes. Et donc, en vue de l'arrivée prochaine des négociations, les Ukrainiens veulent vraisemblablement mettre un dernier coup de collier pour s'assurer que les Russes ne pourront pas reprendre ce morceau de leur territoire avant l'inauguration de Trump. En Moldavie, depuis le 1er janvier, Gazprom a interrompu ses exportations de gaz vers le pays, ce qui entraîne une grave crise énergétique dans la région séparatiste de Transnistrie notamment. L'annonce avait été faite par Gazprom le 28 décembre, concernant l'arrêt des livraisons de gaz à la Moldavie, mais ce n'était pas lié à l'accord de transit ukrainien, puisque vous savez que désormais il n'y a plus de gaz qui transite par l'Ukraine. L'Ukraine a refusé de renouveler l'accord. Et donc Gazprom a justifié cette action, donc la fin de la transmission de gaz à la Moldavie, par des dettes non réglées de la part de Moldavie, bien que le montant de cette dette soit contesté par le gouvernement moldave. Il se pourrait que la Russie utilise cette coupure de gaz pour négocier le renouvellement de l'accord de transit et exercer une influence sur la politique moldave. Le 3 janvier, le Premier ministre moldave, Dorin Recean, je crois qu'on prononce comme ça, a dénoncé cette décision comme étant du chantage au gaz du Kremlin, et a affirmé que Moscou essayait de déstabiliser le pays. En Roumanie, Crin Antonescu, ancien chef des libéraux, a quant à lui suspendu l'accord qui le nommait candidat à la présidence pour la coalition au pouvoir, citant l'absence de date pour les élections et le manque de soutien unanime au sein de la coalition. La date pour les élections devrait être d'ici le mois de mars normalement, mais il n'y a pas encore de date effectivement qui a été donnée. Quant à la Roumanie, je pense qu'on va faire la prochaine émission de la semaine, probablement vendredi ou samedi, sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à rester branchés. Royaume-Uni, le 20 novembre dernier, sur le site web du Parlement, une pétition avait été lancée pour demander de nouvelles élections et avait été devenue virale rapidement grâce à la promotion d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Il avait partagé cette pétition sur X en affirmant « Le peuple britannique est las d'un état policier tyrannique ».
Des suspicions sont nées quant à l'authenticité de nombreuses signatures, soupçonnées d'avoir été ajoutées par des logiciels malveillants à étrangers. La pétition a atteint 3 millions de signatures et a donc été discutée au Parlement. Kemi Badenoch, chef conservateur, a utilisé les questions au Premier ministre fin novembre dernier pour railler Keir Starmer sur la prétendue demande donc de millions de personnes qu'il démissionne, puisque c'était le sujet de cette pétition. En réponse, le Premier ministre a quant à lui souligné l'existence d'une pétition massive le 4 juillet où des millions avaient soutenu le Parti travailliste lors des élections. Il a déclaré, je cite, « Écoutez, je me souviens que beaucoup n'ont pas voté pour le Parti travailliste lors des dernières élections. Je ne suis pas surpris que certains souhaitent un nouveau scrutin, mais ce n'est pas ainsi que notre système fonctionne. Beaucoup ne voulaient pas de nous au départ, je me concentre sur les décisions que je dois prendre chaque jour. » Alors dire qu'il y a eu une pétition en sa faveur alors qu'il est extrêmement mal élu, je renvoie à la dernière émission que j'ai faite, c'est quand même très douteux. Le gouvernement a par ailleurs, dans sa réponse officielle à la pétition, indiqué, je cite, « Ce gouvernement a été élu sur un mandat de changement lors des élections générales de juillet 2024. Notre priorité est de réparer les fondations, reconstruire la Grande-Bretagne et restaurer la confiance publique dans le gouvernement. » Donc, sans surprise, bien sûr, il n'y aura pas de démission de Keir Starmer juste à cause de cette pétition. La possibilité d'un contrat de cybersécurité entre l'Italie et SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a créé une polémique lundi 6 janvier en Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a démenti la signature d'un tel contrat. Selon le journal Il Corriere della Sera, et comme rapporté par d'autres grands médias italiens citant Bloomberg, ce contrat pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros et serait le plus important en Europe dans son domaine. Il s'agirait de fournir à l'Italie des services de scriptage avancés pour les communications téléphoniques et l'Internet du gouvernement, ainsi que pour l'armée italienne en Méditerranée, et cela sur une durée de 5 ans. Cette perspective aurait été discutée lors de la visite de Meloni chez Donald Trump en Floride, samedi dernier, le 4 janvier, selon certains médias, et a suscité une forte opposition en Italie, où Elly Schlein, chef du Parti démocrate, centre-gauche, principal parti d'opposition, a exigé ce lundi que Meloni et son gouvernement expliquent immédiatement les négociations avec Musk et ce qu'il en avait été. En Serbie, le 31 décembre, des dizaines de milliers de Serbes ont célébré le réveillon dans les rues, rappelant les manifestations similaires du 31 décembre 1996 dans un contexte de révolte croissante qui avait conduit à des difficultés pour Milosevic à l'époque. Le gouvernement a longtemps ignoré ce mouvement. Le Premier ministre actuel, Milos Vučević, l'a qualifié de déstabilisation politique orchestrée par des forces étrangères hostiles à la Serbie, sans les nommer. L'Union européenne, quant à elle, reste silencieuse alors que la Serbie, politiquement proche de Moscou, continue d'être candidate à l'intégration. Mais le pays semble aujourd'hui au bord de la grève générale. Et Aleksandar Vučić, le président du pays, a indiqué le 31 décembre lors d'un entretien à une chaîne de télévision favorable à son parti qu'il existe une aile de loyalistes au sein de son parti composée de 17 000 membres très fidèles qui se réunissent à l'église et prêtent serment sur le sang. Cette déclaration, qui inclurait des membres de sa propre famille, a été perçue naturellement comme une menace à l'encontre des manifestants. Sous-entendu, c'est ma garde prétorienne et je pourrais la faire intervenir pour vous casser si je veux. Mardi, la France, l'Allemagne et la Pologne ont évoqué la possibilité de nouvelles élections en Géorgie comme une possible solution pour résoudre la crise politique et appelé le gouvernement à instaurer un dialogue national après que, lors du premier de l'an, il y ait eu à nouveau des manifestations monstres. On part en Asie où l'Inde a condamné sans équivoque les bombardements aériens récents des forces aériennes pakistanaises qui ont causé la mort de civils innocents en Afghanistan, selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères. Donc, nouvel acteur, n'est-ce pas, dans cette crise afghano-pakistanaise, les Indiens, bien sûr, prennent le parti des Afghans. Cette condamnation décrit les tentatives du Pakistan d'accuser ses voisins comme étant une vieille pratique destinée à masquer ses propres échecs. Cette déclaration indienne fait suite aux frappes aériennes qui ont tué environ 46 personnes, dont des femmes et des enfants, le lendemain de Noël, j'en avais parlé lors du dernier bulletin. Corée du Sud, mardi 7 janvier, la justice sud-coréenne a émis un nouveau mandat d'arrêt contre le président déchu Yoon Suk-yeol dans une tentative renouvelée de l'appréhender puisqu'il est suspendu de ses fonctions et il est retranché dans sa résidence à Séoul après avoir tenté d'imposer la loi martiale, vous vous en souviendrez. Le premier mandat d'arrêt, qui avait été délivré le 31 décembre, a expiré lundi à 15h GMT. Les enquêteurs du Bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, CIO,
c'est le nom du bureau d'enquête, avait essayé d'arrêter le président le 3 janvier, mais avait été empêché par environ 200 militaires et agents du service de sécurité présidentiel. Donc on a failli avoir des scènes de guerre civile. Le Parti démocratique, qui est le principal parti d'opposition, avait demandé au président par intérim Choi Sang-mok d'ordonner à la police, au service de sécurité présidentiel, de ne pas entraver l'arrestation, sans succès. Alors il faut savoir que constitutionnellement, en Corée du Sud, le chef du gouvernement, c'est le président de la République, c'est pas le Premier ministre. Donc c'est pas comme chez nous, il faut faire attention. Donc vous avez un Premier ministre qui est en fait vice-chef du gouvernement par rapport au président, et vous avez un vice-premier ministre qui lui est pas non plus vice-chef du gouvernement, il est vice-vice-chef du gouvernement. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que et en plus donc vu que le chef du gouvernement c'est le président de la République, vous avez c'est le parti qui est minoritaire à l'Assemblée qui fait le gouvernement. Donc c'est quand même problématique comme truc. Donc c'est un parti qui n'a pas la majorité. Donc ça explique aussi un certain nombre de conflits qu'il y a eu ces derniers temps. Et c'est pour ça que dans les médias, le parti qui est majoritaire à l'Assemblée est toujours appelé parti d'opposition. Donc le Parti démocrate est parti d'opposition parce qu'il est en opposition au président, même s'il est majoritaire. C'est pour ça qu'on est en train d'assister à un phénomène révolutionnaire en fait qui est celui d'une assemblée qui essaie de faire valoir ses droits finalement au gouvernement. Et vraisemblablement que ce qui finira par en sortir, c'est qu'il y aura il y aura une distinction entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, et ce sera le Premier ministre, le chef du gouvernement. Bon, on n'y est pas encore, et on a des crises successives en fait qui amènent à ça, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que en même temps que le président a été écarté, son Premier ministre, Han Duck-soo, a lui aussi été écarté, parce que aussitôt que le président a été écarté, le Premier ministre est devenu président en exercice, et il a été écarté aussi tout de suite, parce qu'on l'a cru, on a estimé qu'il est, enfin les Coréens ont estimé qu'il était complice de la tentative de coup d'État. Et donc là, c'est Choi Sang-mok qui est devenu le nouveau président, mais qui n'est pas non plus membre du Parti démocrate majoritaire, il est membre d'un parti indépendant. Et donc c'est lui qui est actuellement président, mais c'est un compromis entre les deux finalement, mais c'est pas encore une émanation de la majorité, ce qui explique qu'il puisse être vilipendé par le Parti démocratique, qui en fait devrait normalement accéder au pouvoir et devrait gouverner, puisque c'est ce parti-là qui est majoritaire. Affaire à suivre. Enfin, lundi, la Corée du Nord a réalisé son premier tir de missile de l'année 2025, supervisé par Kim Jong-un, qui présente cette action comme un moyen de dissuasion contre les rivaux de son pays. Ce test a eu lieu pendant la visite à Séoul du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui effectuait sa tournée d'adieu avant l'investiture de Donald Trump. D'après l'agence officielle KCNA, le missile hypersonique de Corée du Nord aurait atteint une distance de 1500 km à une vitesse de plus de 12 fois celle du son. Bien que Kim Jong-un affirme que ce tir est défensif, il met en avant la capacité du missile à infliger un coup militaire sérieux en franchissant les défenses ennemies. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce qui m'a paru saillant cette semaine. Encore une fois, les bulletins suivants de ce mois-ci seront tous réservés aux souscripteurs, auxquels vous pouvez vous joindre soit via Tipeee, soit en rejoignant la chaîne avec le bouton ci-dessous, et vous verrez, tout est expliqué. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats, et d'ici là, vous laissez pas faire.